Je m'appelle Keiko Nakamura. J'ai 72 ans et j'ai vécu assez longtemps pour comprendre qu'un foyer paisible ne dépend pas de sa superficie. Dans mon pays natal, le Japon, les habitations sont modestes comparées aux standards occidentaux. Pourtant, franchissez le seuil et vous découvrirez quelque chose de remarquable, une tranquillité qui s'installe jusqu'au plus profond de vos os, un sentiment d'espace qui n'existe pas dans les dimensions, mais dans la pleine conscience. Le secret n'est pas le minimalisme pour le minimalisme, c'est le respect de ce qui reste. Chaque possession a mérité sa place. Chaque recoin a la permission de se reposer. Rien ne demeure simplement au cas où. Ma jeune sœur m'a dit un jour que les Occidentaux croient que le désordre vient du fait de posséder trop. Mais le véritable désordre, j'ai appris, n'est quand nous gardons ce qui ne nourrit plus notre esprit. Au Japon, nous ne faisons pas que ranger nos demeures, nous leur offrons notre respect. Cette dévotion silencieuse transforme l'existence quotidienne. Peut-être vous demandez-vous, un seul petit changement dans la façon dont vous percevez votre environnement pourrait-il modifier ce que vous ressentez chaque matin ? Non pas en vous débarrassant de tout, mais en adoptant des pratiques qui guident les foyers japonais depuis des générations. J'ai grandi à Osaka dans des temps difficiles, dans une demeure où 3 générations se partageaient 4 petites pièces. Mes mains ont appris la poterie avant d'apprendre l'écriture. J'ai découvert comment façonner l'argile avec patience, comment honorer l'espace vide à l'intérieur d'un bol autant que le récipient lui-même. Quand mon mari bien-aimé a quitté ce monde, mon fils, qui s'était installé en Provence de nombreuses années auparavant, m'a invité à rejoindre sa famille. Je n'ai emporté que ce qui avait du sens, le service à thé en céramique de ma grand-mère, un pinceau de calligraphie que mon mari m'avait offert pour notre 40e anniversaire, des photographies reliées par un cordon de soie et quelque chose d'impalpable mais de précieux, les coutumes que j'avais absorbées d'une culture où la simplicité porte un poids spirituel. La femme de mon fils avait soigneusement aménagé une chambre pour moi. De grandes commodes, des étagères spacieuses, des placards promettant un rangement sans fin. En 3 semaines, j'en avais discrètement retiré la moitié. Non par ingratitude, mais par nécessité. Un après-midi, je me suis tenue devant ces portes de placard et j'ai murmuré « Cette générosité submerge plutôt qu'elle n'accueille ». Alors j'ai commencé, un tiroir à la fois, une respiration consciente après l'autre. Pas de boîtes sophistiquées, pas de systèmes étiquetés, juste des ajustements doux et persévérants qui, progressivement, ont modifié le rythme entier de notre foyer. Je n'ai jamais insisté pour que les autres suivent mes habitudes. Mais la femme de mon fils a commencé à remarquer. Les conversations coulaient plus facilement. L'atmosphère semblait plus légère. Même les désaccords s'adoucissaient. Voyez-vous, je ne faisais pas que débarrasser des objets matériels. Je débarrassais le poids que le désordre invisible place sur le cœur. J'ai créé ce que beaucoup de personnes âgées désirent sans jamais le nommer, la liberté émotionnelle par la simplicité matérielle. Première pratique, honorer le vide comme une abondance. En arrivant en Provence, j'ai observé comment les surfaces portaient des objets décoratifs, comment les étagères accueillaient des collections de choses, comment l'abondance signifiait remplir chaque espace disponible. La maison de mon fils rayonnait de chaleur, certes, mais aussi de bruit visuel. Je n'ai rien dit. J'ai simplement observé et ressenti la différence. Un matin, je me suis approchée d'une table étroite près de la fenêtre de la cuisine. Elle présentait plusieurs petites figurines et des plantes artificielles. Lentement, j'ai tout retiré, essuyé la surface et je l'ai laissé nu. Plus tard, ma belle-fille m'a demandé si je prévoyais de les remplacer par autre chose. J'ai souri et répondu « Cet espace contient déjà quelque chose de précieux ». Elle a eu l'air perplexe. « Qu'est-ce qu'il contient ?» J'ai répondu simplement « Le calme ». C'est le mât,
l'intervalle sacré entre les objets, non pas une absence, mais une pause intentionnelle. Dans l'esthétique japonaise, le ema apparaît partout, dans les marges vierges d'un rouleau, dans le sol entourant un unique arrangement floral, dans le silence avant de prendre la parole. La culture occidentale traite souvent l'espace vide comme un manque. Un mur nu appelle la décoration. Une étagère dégagée demande à être remplie. Mais j'ai appris il y a des décennies que la sérénité véritable ne vient pas de l'acquisition, mais du fait de laisser votre environnement respirer. Commencez par une étagère. Videz-la, nettoyez-la et résistez à l'envie de remplacer ce que vous avez retiré. Remarquez comment vos yeux s'y reposent. Sentez comment vos pensées se posent. L'espace vide n'est pas un néant, c'est un sanctuaire. Deuxième pratique, lâcher prise avec gratitude, non avec culpabilité. Quand j'ai commencé à simplifier ma nouvelle demeure, je n'ai traité aucun objet avec négligence. Il n'y a eu ni tri expéditif, ni sac poubelle bourré de souvenirs mis au rebut. Au lieu de cela, j'ai tenu chaque objet, considéré son parcours et offert un remerciement silencieux avant de m'en séparer. Ma belle-fille m'a observé faire cela avec les lunettes de lecture de mon mari. Usées, devenues inutiles et pourtant encore conservées. Je les ai tenues délicatement, j'ai touché les montures qu'il avait portées et j'ai murmuré ma gratitude avant de les placer dans un carton pour une association caritative. Elle m'a demandé « Ça ne fait pas mal ?» J'ai répondu « Si, c'est justement pourquoi j'honore la douleur plutôt que de l'ignorer. » C'est le kansha, la gratitude étendue au-delà des personnes, aux possessions et aux expériences. Le kansha enseigne que tout vous a servi d'une manière ou d'une autre. Une veste qui vous a tenu chaud, un livre qui vous a offert sa sagesse. Même les objets inutilisés nous apprennent ce dont nous n'avons pas besoin. Plutôt que de jeter avec frustration, nous libérons avec reconnaissance. Pour ceux d'entre nous qui ont dépassé 70 ans, lâcher prise porte des émotions complexes. Nous voyons un objet et ressentons une obligation. Et si j'en avais besoin plus tard? C'est ma fille qui me l'a offert. J'ai dépensé de l'argent pour ça. Mais garder des choses par culpabilité, c'est comme porter des pierres dont nous n'avons plus besoin. Cela ne préserve pas les souvenirs, cela les enterre. Quand quelque chose a achevé son rôle dans votre vie, cette chose mérite d'être libérée avec respect. Tenez-la, rappelez-vous ce qu'elle vous a apporté, et si son œuvre est accomplie, remerciez-la sincèrement. La vraie simplification ne commence pas dans vos placards, mais dans votre cœur. Troisième pratique, ranger verticalement, voir clairement. En ouvrant la commode de ma chambre, j'ai découvert des couches de tissu pressées à plat, chaque pièce enfouie sous les autres. Pour retrouver un vêtement, il fallait en déranger plusieurs. Cette méthode de rangement courante crée à la fois une contrainte physique et une confusion mentale. J'ai discrètement commencé à réorganiser, non pas à jeter, mais à repenser le placement. Au lieu d'empiler comme les couches d'un gâteau, j'ai plié chaque pièce en petits et je les ai mises debout, côte à côte, comme des livres sur une étagère. Cette méthode, appelée Tateoki, a tout transformé. J'ai étendu cette pratique à toute la maison. Les ustensiles de cuisine se tiennent désormais debout dans des récipients au lieu de s'entasser dans les tiroirs. Les documents importants se classent verticalement dans des chemises. Même le linge de maison se range côte à côte au lieu de s'écraser en piles profondes. Soudain, je pouvais tout voir d'un seul coup d'œil. Sans me pencher, sans fouiller, juste une accessibilité simple. Pour les corps vieillissants, cela réduit l'effort physique. Pour les esprits vieillissants, cela apporte de la clarté, plus de désordre caché, plus d'objets oubliés, juste un ordre paisible et visible. Essayez cela avec un tiroir aujourd'hui, vos chaussettes peut-être, ou vos torchons de cuisine. Pliez-les, mettez-les debout, donnez-leur une structure. Demain,
Quand vous ouvrirez ce tiroir, remarquez la différence. La paix vient parfois non pas du fait de posséder moins, mais de voir clairement ce que vous possédez déjà. Quatrième pratique, maintenir l'équilibre par l'échange. Après avoir créé mon espace paisible, je savais qu'une acquisition irréfléchie pouvait silencieusement tout défaire. J'ai adopté un principe simple. Si quelque chose de nouveau entre, quelque chose d'ancien doit partir, non par rigidité, mais par conscience. Même les belles choses, sans limite, deviennent de l'excès. Cette pratique a changé ma relation aux achats. Rapporter quelque chose de nouveau à la maison signifiait se demander de quoi vais-je me séparer en retour. Souvent, je réalisais que je n'avais pas du tout besoin du nouvel objet. Mes tiroirs restaient spacieux, mes étagères ne semblaient jamais lourdes. Je vivais non pas avec moins, mais en équilibre. Dans beaucoup de foyers, l'accumulation se fait progressivement. On achète des choses en solde, au cas où, ou par simple habitude. Chaque objet arrive avec la vague promesse de lui trouver une place un jour. Mais un jour devient jamais, et le fardeau grandit en même temps que la culpabilité. Cette pratique du « un qui entre, un qui sort » interrompt ce cycle. Elle offre un moment de réflexion, une limite douce qui demande « Est-ce que cela correspond à la vie que je mène aujourd'hui ?» La prochaine fois que quelque chose de nouveau entre chez vous, faites une pause et regardez autour de vous. Quel objet a discrètement achevé sa mission? Laissez-le partir et savourez la satisfaction de créer de l'espace avec intention. Cinquième pratique, écoutez ce que les objets vous disent. Je me déplace dans ma demeure lentement, pas uniquement à cause de l'âge, mais par attention. Quand je m'arrête devant une étagère ou que j'ouvre un placard, j'écoute. Certaines possessions, je le sens, se sont lassées, pas abîmées ni cassées, simplement accomplies. Une tasse ébréchée que je n'ai pas utilisée depuis des années. Une photographie fanée avec laquelle je ne me sens plus en lien. Un bibelot autrefois chéri qui est devenu un bruit de fond. Ces objets ont rempli leur rôle et offert leur joie. Maintenant, il est temps de les libérer. Dans la pensée japonaise, les objets portent une énergie, tsukumogami dans le folklore, bien que je le prenne davantage comme une métaphore. Pourtant, cela reflète un profond respect pour nos possessions. Je vois mes affaires comme des compagnons, certains pour une saison, d'autres pour toute une vie. Je ne suis ni catégorie ni liste de contrôle. Je suis mon intuition en me demandant « Est-ce que ceci apporte encore de la vitalité à la pièce ? Ou est-ce que cela ne fait qu'occuper de l'espace ?» À mesure que je libérais les choses fatiguées, ma maison s'est mise à respirer. Mes matins semblaient plus clairs. Les décisions venaient plus facilement. L'espace n'avait pas seulement meilleure allure, il semblait vivant à nouveau. Parcourez votre maison aujourd'hui. Laissez vos yeux se poser naturellement. Prenez un objet et demandez-vous « Est-ce qu'il a encore sa place auprès de moi ?» S'il ne vous parle plus, donnez-lui la permission de reposer ailleurs. Plus nous libérons ce qui a achevé son histoire, plus nous créons d'espace pour la paix. Sixième pratique, des moments de soins quotidiens. Chaque matin, tandis que la lumière filtre à travers les rideaux et que la bouilloire commence son chant, je m'occupe d'un petit coin de ma maison. Pas de la maison entière, pas selon un programme, juste une surface. Un plan de travail, une table d'appoint, le rebord du lavabo. Un coup d'éponge délicat, un rangement discret. Il ne s'agit pas d'accomplir des tâches, mais d'honorer mon espace par ma présence. Cela vient du suji, nettoyer non par obligation, mais comme un respect quotidien. On ne le réserve pas au week-end ou aux invités. Il ne s'agit pas de récurer, il s'agit de constance. Quelques minutes chaque matin qui libèrent à la fois l'espace et l'esprit. Ce rituel prévient le chaos avant qu'il ne commence. Ma pratique de 5 minutes m'apporte la clarté du matin. Plus importante encore,
elles manquent au début de la journée. Avec le temps, j'ai remarqué que ces endroits restaient rangés plus longtemps, non par contrainte, mais par respect. Pour ceux d'entre nous qui font face aux changements que le vieillissement apporte, ce rituel offre quelque chose de vital, le contrôle, le réconfort et la dignité. Demain matin, avant que votre journée ne commence vraiment, trouvez un petit coin. Essuyez-le, rangez-le, prenez du recul. Sentez comment 5 minutes de pleine conscience peuvent changer le rythme et la paix de votre journée entière. 7e pratique, suivre le rythme des saisons. Je ne considère jamais ma demeure comme figée. Pour moi, elle évolue avec les saisons, subtilement, doucement, comme les arbres dehors. Plutôt que de décorer selon les tendances, je suis le shun, une tradition enracinée dans la connexion au rythme saisonnier. Au printemps, je range les textiles lourds et j'accueille les pastels doux. Un simple vase avec des branches en bourgeon peut orner l'entrée. L'été invite la lumière du soleil à travers des rideaux plus légers, on retire les couvertures épaisses et on embrasse l'ouverture. L'automne accueille des textures plus chaudes et des tons de terre, peut-être des fleurs séchées près du poêle. L'hiver apporte des couleurs plus profondes, la lumière des bougies et des éléments en bois qui ancrent l'espace. Ces changements ne demandent aucune dépense. Il s'agit surtout de faire tourner avec soin les objets que je possède déjà. Le but n'est pas de rafraîchir la décoration, mais de rester en harmonie avec le temps qui passe. En vieillissant, cette pratique a pris encore plus de sens. Ma maison est devenue mon paysage, et à travers ces rituels saisonniers, je reste en accord avec le monde naturel, même quand mon corps se déplace moins aisément. Quel petit changement pourrait honorer la saison actuelle? Peut-être ranger ce plaid d'hiver jusqu'au retour de l'automne ou changer le parfum d'une bougie du pin aux agrumes. Vous n'avez rien besoin d'acheter. Observez simplement ce qui appartient à ce moment et ce qui peut se reposer jusqu'à ce que son heure revienne. 8e pratique, trier par catégorie, non par pièce. La plupart des gens abordent la simplification pièce par pièce. Mais j'ai appris que cette approche mène à la confusion. En tentant d'organiser mon espace de vie pièce par pièce, j'ai découvert des vêtements éparpillés entre le couloir, la cuisine et la chambre, des documents cachés partout, des outils rangés dans des tiroirs au hasard. Chaque recoin exigeait des décisions différentes. C'était accablant. Alors j'ai entièrement changé de méthode. Au lieu d'organiser par pièce, j'ai commencé par catégorie. Les vêtements d'abord, en rassemblant chaque pièce de chaque cachette. Ce n'est que lorsque tout était réuni au même endroit que j'ai commencé le tri. Les pièces qui n'allaient plus, qui ne me ressemblaient plus ou qui n'avaient pas été portées depuis des années ont été libérées. Après cela sont venus les livres, puis les papiers, puis les objets divers du quotidien. Les objets sentimentaux, ceux chargés d'émotions, je les ai gardés pour la fin. Cela m'a donné le temps de bâtir ma confiance avant d'affronter les décisions les plus difficiles. Cette approche simplifie le processus. Vous prenez un seul type de décision à la fois, ce qui concentre l'esprit et réduit la charge émotionnelle. Surtout, cela crée un élan. Terminer une catégorie apporte soulagement et sentiment de progrès. Commencez par ce qui vous semble le plus facile, les chaussures, le garde-manger, le courrier accumulé. Commencez petit et construisez votre confiance à partir de cette victoire silencieuse. 9e pratique, n'exposez que ce qui parle à votre cœur. Dans les maisons japonaises traditionnelles, il existe un espace discret appelé le tokonoma. Une petite alcôve abritant un ou deux objets soigneusement choisis, une fleur de saison, un unique rouleau calligraphié, un héritage porteur de sens, non pas une décoration pour impressionner, mais un silence pour se recueillir. Quand j'ai emménagé en Provence, je n'ai pas rempli chaque étagère. J'ai cherché mon tokonoma, un endroit où l'intention pourrait vivre.
Je l'ai trouvé dans un coin tranquille, près de la fenêtre. Sur une étroite étagère en bois, j'ai posé un petit bol en céramique que ma mère avait façonné de ses propres mains. À l'intérieur, un brin de sauge séché. Au-dessus, une calligraphie que mon mari avait tracée au pinceau des années auparavant. Ce petit espace a changé l'atmosphère de toute la pièce. Les visiteurs s'y arrêtent naturellement, attirés par l'énergie de quelque chose de discret et pourtant vivant. Pour beaucoup de personnes âgées, les étagères se sont encombrées au fil des années de souvenirs, de cadeaux, de décorations. Avec le temps, tout se fond dans le décor. Quand tout est exposé, rien ne brille véritablement. Choisissez un petit espace, un rebord de fenêtre, une étagère, une table d'angle. Dégagez-le, essuyez-le doucement et placez-y un seul objet que vous aimez. Laissez cet espace devenir votre tokonoma. Quand vous créez un espace pour ce qui a du sens, votre maison et votre esprit commencent à se sentir plus légers et plus en paix. 10e pratique, s'honorer soi-même à travers son espace. Pour moi, simplifier n'a jamais été une question d'apparence. Je ne le fais pas pour impressionner les visiteurs, ni pour suivre les modes. Je le fais parce que cela honore qui je suis aujourd'hui. Ce n'est pas une corvée, c'est un respect de soi silencieux, une façon de dire « je compte assez pour vivre dans un espace qui me soutient plutôt que de m'accabler ». Ma maison n'est ni vide ni austère, elle est réfléchie. Chaque objet a mérité sa place. Chaque surface respire le calme et l'intention. Cela apporte une paix qui dépasse de simples tiroirs bien rangés. Trop souvent, la simplification est traitée comme une tâche désagréable, quelque chose à remettre à plus tard. Mais je l'aborde avec douceur, sans jamais me presser, sans jamais vider les placards dans la précipitation. J'avance lentement, en prenant une décision réfléchie à la fois. Je crois que la façon dont nous prenons soin de notre espace reflète la façon dont nous prenons soin de nous-mêmes. Quand nous débarrassons le désordre matériel, nous faisons aussi de la place pour la clarté, pour le souffle, pour le silence. Pour ceux d'entre nous qui ont passé des décennies à porter le poids des possessions, des souvenirs et des attentes, ce changement peut être transformateur. J'ai dit un jour, chaque fois que je libère quelque chose, je fais plus de place pour moi-même. Non pas plus de possessions, plus de légèreté, plus d'espace pour bouger, pour me reposer, pour vivre avec intention. Si vous avez attendu le bon moment ou assez d'énergie, faites une pause et considérez ceci. Peut-être n'avez-vous pas besoin de tout faire. Peut-être n'avez-vous besoin que d'un seul pas. Videz un tiroir, libérez un objet et laissez ce petit geste vous rappeler que votre paix mérite d'être une priorité. À 72 ans, je comprends quelque chose que je ne saisissais pas dans mes jeunes années. Notre environnement n'est pas séparé de notre bien-être. Il est le prolongement de notre état intérieur. Quand mon environnement semble chaotique, mes pensées s'éparpillent. Quand mon espace respire librement, mon esprit aussi. Ces pratiques que j'ai partagées ne sont pas des règles à suivre à la lettre. Ce sont des invitations à expérimenter, à découvrir ce qui vous apporte la paix. Certaines résonneront profondément, d'autres ne conviendront pas à votre vie. C'est tout à fait normal. Le but n'est pas de créer une vitrine minimaliste parfaite, mais de façonner une demeure qui accompagne vos jours avec douceur et grâce. Je vous invite à commencer quelque part, modestement, peut-être par cette étagère dont nous avons parlé, peut-être en exprimant votre gratitude à un seul objet avant de le libérer, peut-être en rangeant vos vêtements pliés debout dans un seul tiroir. Ces petits gestes créent des ondulations qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons voir au départ. Ils nous rappellent que nous avons le pouvoir de façonner notre environnement et qu'en le faisant, nous façonnons notre expérience quotidienne de la vie. Que votre chemin vers la simplicité soit doux, que votre maison devienne un véritable sanctuaire.
et puissiez-vous découvrir, comme moi, que parfois la plus grande abondance ne vient pas de ce que nous accumulons, mais de ce que nous avons la sagesse de laisser partir.